Le sang coulait encore de mon crâne fracassé quand j'ai ouvert les yeux sur le monde que j'avais quitté. Pas le néant froid de l'au-delà, non mais le bourdonnement familier des néons de l'hôpital Sainte-Anne, à Paris, et le visage déformé par la culpabilité feinte de ma sœur aînée, Élise, penchée au-dessus de moi. « Oh, ma pauvre Camille, tu as eu de la chance de t'en sortir », murmurait-elle, ses lèvres tremblantes comme si elle récitait un script appris par cœur. Mais je savais. Je me souvenais de tout, le poussé brutal dans le dos, le vide sous mes roues, le cri étouffé de la foule d'élèves au lycée Henri IV, et le craquement sinistre de mes os contre le trottoir mouillé par la pluie automnale. J'étais morte ce jour-là, en 2023, à 17 ans, handicapée depuis l'enfance par une maladie génétique rare qui m'avait cloué à ce fauteuil roulant maudit. Et maintenant, en 2022, 5 ans avant où étaient ceux des siècles? J'étais revenu. 30 secondes avant l'accident. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une fureur noire, viscérale, qui me consumait comme un acide. Élise allait payer. Pour la trahison, pour le mensonge, pour m'avoir volé ma vie une première fois. Et cette fois, je ne serais pas la victime faible qu'elle prétendait que j'étais. Paris, cette ville de lumières éternelles et d'ombres impitoyables, s'étalait devant moi comme un tableau vivant de monnaie déformée par une tempête. J'étais revenu dans mon corps d'adolescente, ce matin d'octobre 2022, alors que je roulais vers le lycée dans les rues pavées du quartier latin. L'air était chargé d'odeurs de croissants frais et de feuilles mortes, mais pour moi, il puait la trahison imminente. Je sentais encore le fantôme de la douleur, mes jambes inertes, le fauteuil qui glissait sur le bitume glissant, et Élise, ma sœur bien-aimée, la star de l'équipe de natation du lycée, qui riait avec ses amis en me désignant du doigt. Regardez-la, la petite infirme qui se prend pour une princesse. Elle tombe parce qu'elle est faible, comme toujours, avait-elle hurlé après m'avoir poussé, feignant l'horreur devant les caméras des smartphones qui filmaient la scène. Les vidéos avaient fait le buzz sur TikTok et Instagram, transformant ma chute en mème virale, faible Camille. J'avais vu ma propre mort devenir un spectacle, mon humiliation un divertissement pour des milliers d'abonnés. Et derrière tout ça, le secret qu'elle avait enterré si profondément, Élise n'était pas ma sœur par le sang. Notre mère, une avocate ambitieuse du 6e arrondissement, avait eu une liaison avec un collègue, et Élise était le fruit illégitime, adopté en secret pour sauver les apparences familiales. Mais ce n'était pas tout. Élise avait saboté mes médicaments, altéré mes dossiers médicaux pour que les docteurs me déclarent hypocondriaque, et volé l'héritage que notre grand-mère m'avait légué pour financer ses caprices. Elle me haïssait parce que j'existais, parce que ma faiblesse, cette polio juvénile qui m'avait frappé à 5 ans, rappelait à notre mère ses propres échecs. Et ce matin-là, en 2022, j'allais inverser le courant. Je serrais les poignets de mon fauteuil, mes mains tremblant non pas de faiblesse physique, mais d'une rage qui me donnait l'impression d'être invincible. Le lycée Henri IV se dressait devant moi, ses murs de pierre grise imprégnés d'histoire Racine, Pascal, des génies qui avaient foulé ses couloirs. Mais pour moi, c'était une arène de gladiateurs modernes, où les likes valaient plus que la vérité. Élise était déjà là, flanquée de son cercle d'amies influentes, Sophie, la fille d'un député, et Margot, l'influenceuse en herbe avec 50 000 followers. Elles riaient, leur sac Hermès claquant contre leurs cuisses minces, tandis qu'Élise jetait un regard par-dessus son épaule, comme si elle sentait déjà le vent tourner. « Camille. Attends, je t'aide », lança-t-elle d'une voix mielleuse, courant vers moi avec ce sourire de prédatrice. Dans ma vie précédente, j'aurais rougi, remercié, avalé l'humiliation comme un cachet amer. Mais cette fois, je levai la tête, mes yeux plongeant dans les siens, ses yeux bleus si semblables aux miens, héritage de notre mère. Pas besoin, Élise. Je sais marcher seul. Les mots sortirent comme un venin, et je vis son sourire vaciller une fraction de seconde. Parfait. La journée s'étira comme une toile d'araignée tendue autour de moi. En cours de littérature, sous le portrait jauni de Victor Hugo, je notais frénétiquement, mais mon esprit bouillonnait de plans. J'avais 5 ans pour la détruire, mais non, le destin m'avait ramené pile au moment critique. Chaque seconde comptait. À la pause, dans la cour pavée où les pigeons picoraient les miettes de baguette, Élise s'approcha à nouveau, son parfum Chanel étouffant comme un gaz toxique. « Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ? T'es bizarre. » Elle s'accroupit, feignant l'inquiétude, sa main effleurant mon épaule, le geste qui, dans quelques minutes, deviendrait la poussée fatale. Autour de nous, la foule des élèves bourdonnait, des terminales en blazers impeccables discutant du bac, des premières en sweat à capuche scrollant leurs feeds. Personne ne se doutait que cette cour allait bientôt être le théâtre d'un carnage émotionnel. Bizarre ?
Peut-être que je me souviens enfin de qui tu es vraiment, répondis-je, ma voix basse, presque un murmure. Ses yeux s'écarquillèrent. Quoi? De quoi tu parles? Je souris, un sourire froid comme la Seine en hiver. De ton petit secret avec papa, Élise. Ou devrais-je dire, de ton vrai papa? Celui qui n'est pas le nôtre. Le choc la frappa comme un uppercut. Elle se redressa d'un bond, son visage pâle comme un masque de porcelaine fissuré. Tais-toi. Tu ne sais rien, siffla-t-elle, jetant des regards paniqués autour d'elle. Sophie et Margot s'approchèrent, curieuses. Qu'est-ce qui se passe, les filles? Demanda Sophie, son accent du 16e arrondissement traînant comme du miel empoisonné. Élise se reprit vite, elle était une actrice née, après tout. Rien, Camille est juste fatiguée. Ces médocs la rendent parano. Elle rit, un rire forcé qui sonna faux même aux oreilles des pigeons. Mais j'avais planté la graine. Et dans ma poche, mon téléphone vibrait déjà, un message anonyme que j'avais programmé la veille dans ma vie antérieure, mais qui, par miracle du destin, était là. Vérifie tes DM, grande sœur. La vérité a une façon de remonter à la surface. Elle sortit son iPhone, ses doigts tremblants, et je vis son monde s'effondrer en temps réel. Une photo jaunie, notre mère, jeune, dans les bras d'un homme que je n'avais jamais vu, Élise bébé dans un berceau à côté. Envoyé depuis un compte fantôme que j'avais créé des mois plus tôt, anticipant ce retour impossible. La cloche sonna, stridente comme un cri d'agonie, et la cour se vida. Élise me traîna dans un coin sombre près des vestiaires, son emprise sur mon bras si forte que j'aurais pu hurler mais je ne le fis pas. Comment tu as eu ça? Qui te l'a dit? Siffla-t-elle, son souffle chaud contre mon oreille. Je la regardai droit dans les yeux, savourant chaque seconde de sa panique. Je sais tout, Élise. Les pilules que tu as écrasées dans mon café pour me faire passer pour folle. Les rendez-vous secrets avec l'avocat de grand-mère pour détourner mon héritage vers ton compte en banque. Et cette poussée, aujourd'hui, que tu prépares depuis des semaines pour me discréditer une bonne fois pour toutes. Parce que si je disparais, tu hérites de tout. Maman t'adore, après tout sa petite athlète parfaite, pas l'infirme qui lui rappelle ses regrets. Les mots coulaient de mes lèvres comme un poison lent, et je vis les larmes monter dans ses yeux. Pas des larmes de remords, non de rage pure. Tu mens. Tu es faible, Camille. Toujours faible. Et après aujourd'hui, personne ne te croira plus. C'est là que je pris ma première décision controversée. Au lieu de fuir, de crier pour attirer l'attention, je sortis mon propre téléphone et l'activai en mode enregistrement. Prouve-le, alors. Pousse-moi. Montre à tout le monde à quel point je suis faible. Ma voix était un défi, un gant jeté à ses pieds dans cette cour qui puait la trahison. Élise hésita, son esprit matois calculant les risques. La vidéo de ma chute était censée être parfaite, accidentelle, viralement humiliante. Mais maintenant, avec cette menace sur son secret, tout basculait. Tu bluffes, grogna-t-elle, mais ses mains tremblaient. Je roulais en avant, dos à l'escalier de pierre qui menait à la cour inférieure, l'endroit exact où, dans ma vie précédente, j'avais dévalé comme une poupée brisée. Fais-le, Élise. Ou je poste la photo sur Insta. Droit maintenant. Le dilemme la rongeait, me tuer ici, devant témoins potentiels, ou laisser le secret éclater. Elle choisit mal. Ses mains se posèrent sur mes épaules, et elle poussa fort, avec la force d'une nageuse olympique en herbe. Mais cette fois, j'étais prête. Mon fauteuil, que j'avais discrètement verrouillé avec un petit gadget bricolé la nuit précédente, un verrou magnétique acheté en ligne, testé dans le secret de ma chambre, ne bougea pas d'un pouce. Le choc la projeta en avant, et ce fut elle qui trébucha, heurtant le bord de l'escalier. Un cri perçant déchira l'air alors qu'elle dégringolait les 3 marches, atterrissant dans une pose grotesque, sa jupe relevée, son genou écorché saignant sur le pavé. La cour, qui se repeuplait pour la pause suivante, s'immobilisa. Des smartphones jaillirent comme des armes. « Oh mon Dieu, Élise » hurla Sophie, courant vers elle. Mais moi, je restais là, téléphone en main, capturant chaque seconde, la poussée ratée, le cri, la chute. « Regardez bien, dis-je d'une voix calme, presque professorale, comme si j'expliquais un théorème en maths. Ce n'est pas moi qui suis faible. C'est elle qui a essayé de me tuer. » Le chaos explosa comme une bombe. Des professeurs accoururent, des élèves filmaient en direct sur Snapchat, et Élise, se relevant tant bien que mal, pointa un doigt accusateur vers moi.
C'est elle. Elle m'a poussé. Elle est folle. Mais la vidéo, que je diffusais instantanément sur notre groupe de classe WhatsApp, contredisait tout. Les murmures devinrent un rugissement. Attends, c'est Élise qui l'a poussé? Regarde la vidéo, c'est clair. Ma sœur, la reine incontestée du lycée, venait de tomber de son piédestal littéralement. Tandis qu'on l'emmenait à l'infirmerie, je roulais calmement vers la salle des profs, mon cœur battant au rythme d'une vengeance naissante. C'était seulement le début. J'avais 5 ans devant moi pour déterrer tous ses secrets, pour transformer sa vie en enfer. Et Paris, avec ses ruelles sombres et ses juges impitoyables, serait mon allié. Mais au fond de moi, une ombre persistait. Étais-je vraiment revenu pour la justice, ou pour quelque chose de plus sombre? La tentation de la détruire complètement me rongeait déjà, comme un cancer. Et si, en la brisant, je me brisais moi-même? Non. Pas cette fois. J'étais Camille 2.0 au plus faible, mais infiniment plus dangereuse. Les jours suivants furent un tourbillon de scandales miniatures, comme des répliques d'un séisme qui n'avait pas encore frappé de plein fouet. Élise rentra chez nous, au cœur du 7e arrondissement, avec un genou bandé et un regard qui aurait pu tuer un chat errant. Notre appartement haussmannien, avec ses parquets cirés et ses moulures dorées, devint un champ de bataille silencieux. Maman, Claire Duval, avocate renommée au barreau de Paris, nous accueillit avec son habituel mélange de froideur professionnelle et d'affection distraite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, les filles? J'ai reçu des appels du proviseur. Élise, tu as agressé ta sœur? Sa voix, habituée à plaider devant la cour de cassation, claqua comme un verdict. Élise fondit en larmes des larmes de crocodile, je le savais maintenant. Maman, c'est faux. Camille m'a tendu un piège. Elle déteste que je sois plus populaire, plus normal. Le mot normal atterrit comme une gifle, et je sentis mes joues s'empourprer. Mais je tins bon, sortant mon téléphone pour projeter la vidéo sur l'écran plat du salon. Les images granuleuses, mais incontestables, montrèrent la poussée, la chute, le mensonge naissant sur ses lèvres. Maman fronça les sourcils, ses lunettes à monture d'écaille glissant sur son nez aristocratique. C'est grave, Élise. Très grave. On en reparlera avec le psychologue familial. Elle me lança un regard compatissant, le genre qu'elle réservait aux clients en détresse. Et toi, Camille, tu vas bien? Ce fauteuil. Il est solide? J'acquiesçai, feignant la vulnérabilité. Oui, maman. Grâce à Élise, j'ai appris à me protéger. Le sarcasme glissa inaperçu, mais Élise capta le sous-entendu. Ce soir-là, dans la cuisine où les casseroles en cuivre pendaient comme des grelots funèbres, elle me coinça seule. Tu vas payer pour ça, petite merde. Je sais que tu as fouillé dans les affaires de maman. Si tu respires un mot sur lui, je te jure que je te fais interner. Lui l'amant mystère, le père biologique qu'elle n'avait jamais connu, un certain Laurent Moreau, procureur adjoint qui avait disparu de la scène après une affaire de corruption en 2005. J'avais tout découvert dans ma vie précédente, lors d'une nuit d'insomnie post-mortem, en fouillant les archives numériques que le destin m'avait révélées dans un flash surnaturel. Et c'est, Élise, répondis-je, versant du thé Earl Grey dans ma tasse comme si de rien n'était. Mais souviens-toi, les vidéos ne mentent pas. Et j'en ai d'autres. Ma deuxième décision controversée vint cette nuit-là, alors que Paris ronronnait sous une pluie fine, les lumières de la tour Eiffel clignotant au loin comme un œil accusateur. Je piratai le compte Instagram d'Élise Pas Difficile, avec le mot de passe qu'elle utilisait encore, nageuse étoile 95, appris par cœur de ma vie antérieure. Je postai une story anonyme depuis son profil, une capture d'écran de la photo du berceau, accompagnée de la légende La vérité sur la famille parfaite? Secret de famille. Les vues explosèrent, 500, puis 2000 en une heure. Les commentaires affluèrent comme une marée toxique, c'est quoi ce drama? Élise n'est pas ta vraie sœur? OMG, Claire Duval cachait ça? Maman appela en urgence depuis son bureau au palais de justice, furieuse. Camille, c'est toi? Retire ça immédiatement. Mais ce n'était pas mon nom sur le poste. Élise, éveillée par les notifications, déboula dans ma chambre, son pyjama de soie froissé, les yeux injectés de sang. Salope! Tu vas me le payer. Elle leva la main pour me frapper, mais je roulai en arrière, attrapant mon téléphone pour filmer à nouveau. Tape, Élise. Montre à maman qui est la vraie violemment instable.
Elle s'arrêta net, haletante, et s'effondra sur le bord de mon lit. Pour la première fois, je vis une fissure dans son armure, non pas du regret, mais une peur primale. « Pourquoi tu fais ça? On est sœurs, merde. » « Sœurs ?» Je ris, un rire amer qui résonna dans la pièce aux murs tapissés de livres de Balzac et de Proust. « Tu m'as tué, Élise. Pas aujourd'hui, mais dans le futur que j'ai vu. Tu m'as poussé pour de vrai, et j'ai fini en miettes sur le trottoir. Les docteurs ont dit accident, mais toi et moi, on sait. » Bien sûr, je ne pouvais pas lui dire la vérité sur ma résurrection où elle me prendrait pour folle, ou pire, pour une rivale surnaturelle. Mais le mensonge fonctionna, elle pâlit, reculant comme si j'étais un fantôme. « T'es taré. Complètement taré. » Elle fuit, claquant la porte, et je m'allongeai, écoutant la pluie marteler les carreaux. Étais-je en train de devenir comme elle? Cette manipulation, ces pièges ou était-ce la vengeance, ou juste une nouvelle forme de poison? Le lendemain, au lycée, le buzz avait muté en tempête. Sophie et Margot, les sbires fidèles, avaient déserté Élise pour moi ou du moins, pour le drama. « Camille, raconte tout. »« C'est vrai pour ta sœur ?» demanda Sophie à la cantine, son plateau chargé de salade niçoise et de quiche. Je mâchai lentement une bouchée de pain au chocolat, savourant le pouvoir. Disons que les apparences sont trompeuses. Élise a toujours eu un talent pour les mensonges. Margot, avec ses ongles acryliques roses, tapa furieusement sur son téléphone. Je vais poster ça. Betrayal Sisters va être huge. Je hochai la tête, mais intérieurement, je calculais. Élise n'était pas seule dans son complot. Il y avait aussi le petit ami, Thomas, un fils de banquier du 8e, qui l'aidait à falsifier les documents pour l'héritage. Dans ma vie précédente, il avait été le témoin silencieux de ma chute, riant même dans les commentaires des vidéos virales. Il était temps de l'impliquer. Mon plan se dessina lors d'une après-midi pluvieuse à la bibliothèque Sainte-Geneviève, entouré d'étudiants penchés sur leur dissertation. J'envoyai un message anonyme à Thomas depuis un burner app, tu sais ce qu'Élise prépare pour Camille? Vérifie son cloud. Mot de passe, faible Camille. Les fichiers qu'il trouverait des scans de faux médicaux, des transferts bancaires vers son compte le feraient douter. Et ce soir-là, il craqua. Il m'appela, voix chevrotante, Camille? C'est Thomas. J'ai vu. Les trucs. C'est vrai? Je jouais l'innocente, quoi? Élise t'a menti à toi aussi? Il raccrocha, enragé, et le lendemain, il largua Élise publiquement sur Instagram, avec une story incendiaire, trahie par la reine des menteuses. Adieu Élise. Le lycée devint un cirque, murmure dans les couloirs, regard en coin, et Élise, isolée, mangeant seule à la table des losers. Mais la vengeance a un prix. Maman m'emmena chez un thérapeute, un certain docteur Lefebvre, dans un cabinet cossu du Marais. Camille, ces accusations. Elles te rongent. Parle-moi de ta colère. Assise en face de lui, mon fauteuil grinçant sur le parquet ancien, je faillis tout avouer, la mort, le retour, la soif de sang. Au lieu de ça, je dis, c'est pas de la colère, docteur. C'est de la justice. Il nota quelque chose, hochant la tête. La justice peut être une drogue. Attention à ne pas en abuser. Ces mots me hantèrent cette nuit, alors que je hackais les emails d'Élise pour trouver la preuve ultime, une correspondance avec Laurent Moreau, son père, qui la conseillait sur comment éliminer l'obstacle moi. Le twist me frappa, il n'était pas un fantôme. Il était vivant, à Paris même, et impliqué jusqu'au cou. Ma troisième décision controversée, le contacter. Pas pour le confronter, mais pour l'utiliser. Monsieur Moreau? J'ai des infos sur Élise. Et sur vous. Mon message, envoyé à minuit, alluma la mèche suivante. Paris s'assombrissait, les feuilles d'automne tourbillonnant comme des avertissements. J'étais sur la voie de la destruction mutuelle, et je m'en délectais. Mais au fond, une question me rongeait, et si la vérité me tuait à nouveau? L'hiver 2022 s'installa sur Paris comme un manteau de deuil, la Seine gelée reflétant les lumières tamisées des bords. Mon alliance improbable avec Laurent Moreau transforma la vengeance en un jeu d'échecs mortel, où chaque pièce était une vie brisée. Il répondit à mon message 2 jours après, d'un café discret près du Pont-Neuf, rencontrons-nous. 18h, le Procope. Le plus ancien café de Paris, avec ses murs tapissés de portraits jaunis et son odeur de café torréfié,
était le décor parfait pour un pacte diabolique. J'y arrivais en fauteuil, escorté par un chauffeur Uber. Maman était en audience à Lille. Laurent était déjà là, un homme d'une cinquantaine d'années, costume impeccable, cheveux grisonnants taillés comme un procureur en campagne. Ses yeux, un bleu fané, trahissaient la même ruse qu'Élise. Camille Duval. Ou devrais-je dire, la demi-sœur qui sait trop. Sa voix était un murmure cultivé, imprégné d'accent du sud-ouest masqué par des années à la capitale. Je roulais jusqu'à sa table, ignorant les regards curieux des serveurs en veston. Allons droit au but, monsieur Moreau. Élise est votre fille. Vous l'avez aidée à me piéger aux les faux diagnostics, les sabotages. Et maintenant, vous voulez quoi? La protéger? Il sirota son expresso, un sourire en coin. Protéger? Non. Contrôler. Élise est impulsive, comme sa mère. Mais vous êtes intéressante. Résiliente. Dites-moi ce que vous voulez, et peut-être que nous pourrons collaborer. La proposition me révulsa, mais je l'acceptai. Ma quatrième décision controversée, utiliser le diable pour chasser le démon. Je veux qu'Élise avoue tout. Publiquement. Sinon, vos emails finissent chez le procureur général. Il rit, un rire sec comme des feuilles mortes. Chantage? À moi? Vous avez du cran, petite. Mais attention, le feu que vous allumez peut vous consumer. Nous scellâmes le pacte d'une poignée de main ferme, froide, et je repartis dans la nuit parisienne, le vent fouettant mon visage comme un avertissement. De retour au lycée, le complot d'Élise se fissurait de toutes parts. Thomas avait fui vers un internat à Lyon, Sophie propageait des rumeurs sur ses secrets familiaux, et même Margot, la plus superficielle, avait un followé. Élise, autrefois la hit girl des soirées au Rex Club, errait comme un fantôme dans les couloirs, ses yeux cernés soulignés de mascara coulant. Elle m'attendait à la sortie, un après-midi enneigé, près de la statue de Descartes. « C'est toi qui as parlé à papa, hein? Il m'a appelé hier, furieux. Il dit que tu vas tout ruiner. » Sa voix chevrotait, mélange de fureur et de désespoir. Je m'arrêtai, la neige fondant sur mes genoux inertes. « Papa? » Intéressant choix de mots. « Dis-moi, Élise, qu'est-ce que ça fait de savoir que ton empire s'effondre? Les likes en baisse, les amis qui désertent? » Elle s'approcha, trop près, son haleine mentholée masquant une odeur de larmes. « Tu crois que tu gagnes? Maman va te choisir, elle. Toujours. Parce que toi, avec ton fauteuil, tu es le fardeau. Moi, je suis la fierté. » Les mots me transpercèrent, écho de ma vie précédente où elle avait répété ça sur mon lit d'hôpital, juste avant que les machines ne s'arrêtent. C'est là que je lâchai la bombe suivante. Et si maman apprenait pour Laurent? Pas juste l'adoption, mais les pots de vin qu'il t'a filés pour tes études à Sciences Po. J'avais les preuves, extraites de son cloud par un script basique que j'avais codé merci les tutoriels YouTube de ma vie antérieure. Élise blêmit, reculant dans la neige. Tu n'oserais pas. Ose, et vois. Je roulais vers la sortie, la laissant seule avec ses démons. Ce soir-là, maman rentra tôt, son tailleur froissé par le train. Camille, on doit parler. Élise est effondrée. Et ces rumeurs sur Internet. C'est insupportable. Nous nous assîmes au salon, face à la cheminée crépitante, un verre de vin rouge à la main du Bordeaux, bien sûr, pour l'authenticité française. Je jouais la carte de la vulnérabilité, maman, Élise me déteste depuis toujours. Elle veut mon héritage, elle a trafiqué mes médocs. Et il y a pire, elle n'est pas notre sang. Les mots sortirent en cascade, accompagnés des emails, des photos. Maman pâlit, son verre tremblant. Mon Dieu. Laurent. Je l'avais enterré. Elle pleura, pour la première fois depuis mon diagnostic d'enfance, et je la serrai dans mes bras inertes, un geste maladroit, mais sincère. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, murmura-t-elle. Parce que j'avais honte. Et Élise. Elle était innocente, au début. Mais l'innocence d'Élise était un mythe. Le lendemain, elle tenta sa revanche, une lettre anonyme au proviseur, accusant moi de harcèlement, avec des deepfakes de moi en train de la menacer. Amateur, mais vicieux. Le proviseur, un homme bourru nommé Bertrand, m'appela dans son bureau, tapissé de diplômes jaunis. Mademoiselle Duval, ces allégations. Elles sont graves. Je souris,
sortant une clé USB. Regardez ça, monsieur. Les originaux des deepfakes, tracés jusqu'au compte d'Élise. J'avais anticipé, grâce à mes connaissances post-mortem en cybersécurité basique. Il hocha la tête, impressionné. Votre sœur est suspendue. Indéfiniment. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre sur les réseaux, Fall of Élise. Elle rentra ce soir-là, sac à dos en bandoulière, et nous nous affrontâmes dans la cuisine, maman absente à une soirée au Louvre. Tu as gagné cette manche, Camille. Mais attends la fin. Sa voix était un sifflement, et elle sortit un couteau de boucher au pas pour me frapper, mais pour trancher une pomme, symboliquement. Je vais te montrer ce que c'est, la vraie faiblesse. Ma 5e décision controversée fut la plus risquée, infiltrer son cercle restant. J'acceptai l'invitation de Margot à une fête clandestine dans un loft du canal Saint-Martin, un antre de techno pulsant et de joints californiens. En fauteuil au milieu de la foule dansante, j'étais l'anomalie mais aussi la curiosité. Camille. T'es venue, glapit Margot, ivre de rosée. Je hochai la tête, sirotant un soda. Et là, au milieu des beats de Daft Punk remixés, Élise surgit, flanquée d'un nouveau allié, un hacker du lycée, Nico, fils d'un informaticien du CNRS. Qu'est-ce que tu fous ici, cracha-t-elle. Je fais ta chute, répondis-je, et avant qu'elle ne réagisse, je glissai à Nico, ton boss c'est pour les deepfakes? Il propose 500 € pour la preuve. Nico, cupide, trahit sur le champ, tendant son phone avec les logs. Élise le gifla, et la bagarre éclata aux cheveux tirés, verre renversé, et moi, filmant tout depuis mon perchoir roulant. La vidéo vira encore plus, Élise, sous les violentes, se faisant expulser par les fêtards. Le loft se vida, et elle me poursuivit dans la rue, sous la lune pâle. Arrête. C'est pas fini, hurla-t-elle, trébuchant sur les pavés irréguliers. Je m'arrêtai, face à elle. Si, Élise. C'est fini quand tu avoues. Elle rit, hystérique. Avouer quoi? Que je t'ai poussé parce que tu me voles tout? Maman t'aime plus, l'héritage est à moi. Le secret ultime, dans ma vie précédente, elle avait confessé en privé, sur mon chevet, que la poussée était calculée pour me faire passer pour suicidaire, libérant l'héritage. Ici, sous les étoiles, elle venait de le redire capturée par mon micro caché. Merci, dis-je, et je roulai vers le métro, la laissant hurler dans le vide. Mais Laurent appela le lendemain, Élise est en train de craquer. Rencontrons-nous à nouveau. J'ai une offre. Le piège se refermait. Étais-je prête pour le haut jeu? Le printemps 2023 fleurit sur Paris avec une ironie cruelle, les cerisiers du Luxembourg en pleine floraison, tandis que ma vengeance atteignait son apogée destructrice. Laurent Moreau m'attendait cette fois au jardin des Tuileries, sur un banc face à la Louvre Pyramide, son écharpe en cachemire flottant au vent. Camille, vous jouez avec le feu. Élise a tenté de me faire chanter à son tour au pour de l'argent. Elle est désespérée. Ses yeux scrutaient les passants, paranoïaques. Je roulai jusqu'à lui, mon fauteuil crissant sur le gravier. Bien. C'est ce que je veux. Faites-la craquer complètement. Il sortit un dossier mince, relié en cuir, des contrats falsifiés, des relevés bancaires. Signez ça, et je m'occupe du reste. Vous héritez de tout l'appartement, les actions de maman. En échange, silence sur mon implication. La 6e décision controversée, signée. Pas par cupidité, mais pour le piéger à son tour. Le stylo glissa sur le papier, et je sentis un frisson. Où étais-je en train de devenir un monstre? De retour à la maison, le front familial était une guerre froide. Maman, promue juge d'instruction, rentrait tard, ignorant les fissures. Élise, renvoyée du lycée, suivait des cours en ligne depuis sa chambre, son téléphone confisqué. Mais elle complotait toujours, j'interceptais un message à Nico, détruis les preuves, ou je te balance pour le hack. Trop tard. J'envoyais les logs à la police cyber, anonymement. Nico fut arrêté pour falsification, et Élise interrogée. C'est Camille. Elle me frame, hurla-t-elle au commissariat du 5e, mais les preuves s'accumulaient comme des dominos. Le climax survint lors d'une soirée familiale forcée, pour l'anniversaire de maman au restaurant Le Train Bleu, sous les verrières Art Nouveau de la gare de Lyon. Élise, maquillée à outrance, siégeait en face de moi, ses yeux lançant des dagues. Maman, radieuse en robe Chanel, leva son verre de champagne. À nous, les Duval.
Malgré tout. Mais tout explosa quand Laurent entra, annoncé comme un ami de la famille. Maman se figea, son verre tremblant. Laurent? Qu'est-ce que? Il s'assit, calme. Claire, il est temps de vérité. Et il déballa tout, l'affaire, Élise, les manipulations. Élise bondit, papa, tais-toi. C'est elle, Camille, qui a tout orchestré. La salle se tut, les serveurs figés. Je sortis mon téléphone, la vidéo de la confession dans la rue jouant en boucle. Écoute-la, maman. Elle avoue. Le chaos fut orchestral, cris, pleurs, Laurent arrêté sur place par des policiers en civil que j'avais typé via un contact de maman. Élise se rua sur moi, renversant la table, champagne et foie gras volant. Je te hais. Tu m'as volé ma vie. Ses ongles griffèrent mon bras, mais je la repoussai, mon fauteuil stable comme un roc. Maman hurla, arrêtez. Toutes les deux. Les flashs des paparazzi dehors illuminaient la scène comme un opéra tragique. Élise fut emmenée, menottée, hurlant des insanités. Laurent, en route pour la garde à vue, me lança un regard, vous avez gagné, petite. Mais à quel prix? Le lendemain, les journaux titraient, scandale chez les Duval, fille illégitime, chantage et trahison. Maman, brisée, m'emmena à la campagne, dans notre maison de Normandie. Camille, as-tu provoqué ça? Sa voix était un fil ténu. J'hésitais, puis avouai partiellement, j'ai protégé notre famille, maman. Élise nous détruisait. Elle pleura, me serrant contre elle. Ma fille courageuse. Mais la vengeance. Elle empoisonne. Pour la première fois, je doutais. Étais-je l'héroïne, ou la vilain? Élise fut placée en foyer, en attente de procès pour tentative d'homicide et fraude. Thomas revint, penaud, offrant des excuses. Sophie et Margot devinrent des amis sincères, aidant à une campagne justice pour Camille. Mais les nuits, les cauchemars revenaient, ma chute originale, le sang, la mort. Et si j'avais pu l'empêcher sans tout ça? L'été 2023 s'acheva dans une chaleur étouffante, parution sous un ciel plombé, miroir de mon âme tourmentée. Le procès d'Élise, au tribunal de grande instance de Paris, fut un cirque médiatique, caméras de BFM TV braquées sur l'entrée, manifestant avec des pancartes justice pour les handicapés, que j'avais discrètement inspirées via des posts anonymes. J'y témoignais en fauteuil, face à la juge, une femme austère nommée Fournier. Madame Duval, décrivait les faits. Ma voix, amplifiée par les micros, résonna dans la salle comble. Ma sœur m'a poussé pour me discréditer, pour l'héritage. Elle a saboté mes soins, menti sur mon état. J'ai des preuves. La vidéo joua, Élise se tordant sur le banc des accusés, son tailleur gris trop grand pour sa silhouette amaigrie. C'est monté de toutes pièces. Elle est obsédée, hurla-t-elle, mais le jury des Parisiens ordinaires, fatigué des scandales vit clair. Laurent plaida coupable en échange d'une peine réduite, révélant comment Élise l'avait manipulé pour des fonds illicites. Maman, témoin clé, brisa en larmes, j'ai failli à mes filles. Élise, pardonne-moi. Mais le pardon était une illusion. Le verdict tomba comme un coup près, 5 ans pour Élise, dont 2 avec sursis, plus thérapie obligatoire. Elle me fusilla du regard en sortant, menottée, ce n'est pas fini, Camille. Je reviendrai. Ces mots étaient un écho de ma propre résurrection, et un frisson me parcourut. Libéré du poids, je repris le lycée, transformé en icône, conférence sur le harcèlement, partenariat avec des assos pour handicapés. Maman et moi nous rapprochâmes, voyageant en Normandie, où les vagues de la Manche lavaient les plaies. Tu m'as sauvé, Camille, dit-elle un soir, sur la plage de Deauville, le soleil couchant peignant l'horizon en rouge. Non, maman. On s'est sauvés mutuellement. Mais le twist final vint d'un appel inattendu, Élise, depuis la prison de Fresnes. Camille. J'ai menti sur la chute. C'était pas pour l'héritage. C'était parce que je t'envie. Ta force. Sa voix brisée, pour la première fois sincère. Et si on recommençait? Je raccrochais, le cœur serré. Pardon? Peut-être un jour. Mais la vengeance m'avait changé, plus forte, oui, mais marquée d'une cicatrice invisible. Des années passèrent, non, attendez. Le destin, ce farceur, me renvoya en avant, 2025, je suis avocate comme maman, défendant les victimes de trahison.
Élise, sortie conditionnelle, travaille dans une ONG anonyme, loin des spotlights. On ne se parle pas, mais nos chemins se croisent parfois, dans les rues de Paris. Et quand nos yeux se rencontrent, je vois non plus la haine, mais un miroir, deux sœurs brisées, recollées différemment. La vérité n'a pas détruit ou elle a libéré. Mais à quel prix? La faiblesse n'était pas dans mes jambes, mais dans nos cœurs. Et maintenant, je marche métaphoriquement la tête haute.